Bonjour à tous. On n'est pas bien là, assis? C'est très bien. On a une belle table ronde en plus. Une table ronde, ronde ovale. On est bien, on est bien. Du coup, moi je suis Johan, je suis Head of Data d'Imaya et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde devant vous avec Julien Conan de Le Bon Coin, Sid Artan, non, c'est Sid, du Club Med et Anne-Claire de Aramis. Je vous laisserai vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure. L'objectif, c'est qu'on puisse tous s'imprégner des contextes de chacun, des convictions personnelles et d'entreprise que vous êtes en train de vous créer pour intelligence collective, tous s'enrichir à partir de ça. Je vais commencer par la petite question générale. Moi, je voudrais que vous parliez un petit peu de vous pour expliquer votre rôle au sein de votre entreprise respective. Mais moi, je veux un peu de punchline aussi. Du coup, je voudrais avoir vos convictions personnelles. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans l'entreprise pour l'instant. Convictions personnelles sur le sujet de l'IA génératif. Moi, je veux savoir ce qui se passe dans vos tripes. Je te laisse commencer, Anne-Claire. Ah ouais, d'accord. Alors, il va falloir que je trouve une bonne punchline là comme ça. Du coup, Anne-Claire Bachet, donc moi je travaille chez Aramis Group. Vous connaissez probablement la marque en France Aramis Auto. En fait, on achète et on reconditionne en fait des véhicules d'occasion qu'on vend ensuite sur notre plateforme en ligne. Et du coup, chez Aramis, moi, je suis rentrée au début pour m'occuper de la partie data, en ayant beaucoup de conviction sur l'approche data pour créer de la valeur autour du product management. Et aujourd'hui, je suis en charge de la partie product management, donc tout ce qui est produits digitaux et data. Et donc, une de mes convictions, c'est que c'est aussi un élément fondamental dans la réussite qu'on va avoir sur l'IA. On en parlait tout à l'heure, c'est un changement dans l'expérience utilisateur. Et donc, je pense qu'on arrivera vraiment à faire la différence quand on a dans cette collaboration qu'il y aura entre la data, l'IA et le product, et la capacité qu'on aura à vraiment comprendre où est-ce qu'il y a des problèmes utilisateurs à résoudre et comment on va être capable de l'intégrer le plus facilement dans l'expérience là où elle se fait, et donc beaucoup aujourd'hui dans les produits digitaux ou auprès de collaborateurs qui sont en contact avec des clients, et donc un peu partout. Donc je dirais que ma punchline, je ne sais pas. J'irais juste dire que je pense que c'est un changement qui est aussi fondamental que quand on a eu l'ordinateur portable, enfin l'ordinateur personnel, je pense, dans les années 80. Parce qu'en fait, on est en train de mettre une technologie dans la main de tout le monde et pas juste entre les mains des personnes qui savent manipuler, créer des API ou qui ont fait 5 ans d'études. Donc, je pense que ça va être, de ce point de vue-là, révolutionnaire. Il y avait même donc Yann Lequin, qui est un des papes de l'IA et qui est le patron de la research chez Meta sur tout ce qui est IA, qui disait que c'est un changement aussi important que la machine à imprimer de Gutenberg. Donc, il a été encore plus loin. Donc voilà. Et la deuxième chose, un peu, c'est ce que j'ai dans mes tripes. Au début, je me disais, bon, est-ce que on réfléchit quand même de moins en moins, on est de plus en plus dans l'instantanéité, donc est-ce que ça va accélérer ça? Est-ce que ça va nous rendre l'humanité profondément débile? Et en même temps, il n'y a pas longtemps, je pense que ça disrupte même le métier de data scientist. Et donc, on était sur un cas d'usage. J'ai regardé le code de juste la stagiaire data science chez nous. J'ai vu que c'était des enchaînements de prompts, mais j'avais vu que pour les écrire, elle avait été obligée vraiment de réfléchir. Et je me suis dit, mince, en un mois, là, elle a beaucoup plus mieux compris des concepts de l'entreprise que la plupart des stagiaires qui ont passé 6 mois chez nous. Parce que le fait d'écrire un prompt, ça a obligé à réfléchir, à framer, plutôt que de mettre juste des variables dans un algo. Je me suis dit, ah, finalement, ça peut peut-être aussi changer l'humanité parce que ça va nous amener à beaucoup mieux réfléchir sur le prompt, sur ce qu'on va faire et comment on va interroger les machines, versus juste utiliser comme ça. Je sais pas. Ils vont utiliser. Super intéressant. Je peux te laisser prendre celui-là, sinon on va s'en mêler avec le fil. Bonjour. C'est fort, hein? Là, ça va? Ouais. Du coup, je m'appelle Siddhartha, je suis Chief Data Officer du Club Med depuis un an, un peu plus d'un an. Et avant Club Med, j'ai travaillé 5 ans chez Aéroport de Paris. Et avant Aéroport de Paris, j'ai passé quelques années dans les agences de marketing et communication, notamment Publicis. Au Club Med, nos objectifs via la data digitale intelligence artificielle, ils sont 3. Donc, le premier, c'est comment générer du business incrémental ou supplémentaire via digital data. Et puis, le deuxième objectif qui est très centré efficacité des collaborateurs, donc comment simplifier la vie des collaborateurs avec des nouvelles technologies. Et ensuite, le troisième, il est autour de l'innovation, parce que dans notre esprit
On est pionnière. Club Med a inventé la notion des vacances all inclusive en 1950. Et du coup, en matière de la technologie aussi, donc à la fois on est smart adopter, on observe ce que des gens ils font, les entreprises ils le font, et sur certains sujets, on essaie d'être pionnière. Et du coup, sur ce sujet, on a décidé d'être pionnière. Du coup, on le traite sérieusement, l'IA générative, mais avec une approche très pragmatique, sans rêve, parce qu'on a entendu pendant vos présentations, il y a quand même des choses, soit l'éthique, soit performance, soit hallucination. Donc, il y a quand même des points très importants à être vigilant. Tu voulais ma conviction sur le sujet? Et du coup, la conviction, c'est en fait, j'ai les mêmes convictions depuis 10 ans, ça fait 12 ans que je fais ce métier. Et du coup, depuis le début, je suis convaincu que les données et l'intelligence artificielle peut transformer profondément les entreprises, le modèle d'opération des entreprises et puis aussi la création de valeur. Sauf qu'aujourd'hui, des gens ils m'écoutent plus et qu'on peut aller plus vite à moindre coût avec des fonctionnalités supplémentaires que des outils comme IA générative proposent. En revanche, ça ne remplace pas les bases. Les bases, pour moi, c'est une patrimoine de données qui soit de bonne qualité, bien gouverné, performant, des systèmes d'information centralisés. Et puis, l'IA générative, il est complémentaire pour ensuite résumer ces informations, faire des synthèses et passage à l'échelle. Du coup, pour moi, c'est un sujet en fait de fond, mais il faut qu'on soit pragmatique et éviter des rêves. Ça fait 10 ans que tu le dis, maintenant ils sont enfin écoutés. Oui, c'est vrai en fait. Enfin, c'est ton maintenant, il faut que moment. je change mon métier. Bonjour, donc je suis Julien Conan, je suis directeur de la Tribe Data chez Le Bon Coin. Donc en fait, je dirige la plupart, on va dire, des équipes data de l'entreprise. Je suis chez Le Bon Coin depuis 6 ans. Et je ne veux pas parler du Bon Coin, tout le monde connaît. Hein. Et je vais plutôt parler de mes convictions, ou plutôt même, je dirais, je vais parler de mes interrogations. Parce qu'en fait, je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, mais pas que, l'IA va avoir un impact. On commence déjà à voir un peu c'est quoi cet impact. Moi, ce que je me demande, c'est dans 30 ans, est-ce que l'IA va pas avoir fondamentalement changé la société et le monde? Quand on relie l'IA à tous les autres domaines et qu'on les interconnecte, la robotique, le médical, le militaire, quand on se renseigne un petit peu sur les recherches qui sont en train d'être faites actuellement dans le monde militaire, par exemple, on peut très vite commencer à avoir peur et s'imaginer un monde où en fait l'IA va nous dire quoi faire, elle va prendre des décisions pour nous, elle va nous dire tiens, il y a ces nouveaux médicaments qui sont possibles, elle va pouvoir diagnostiquer à notre place des gens, et en fait c'est à la fois grisant parce qu'on se dit quelles avancées merveilleuses on va vivre, mais c'est à la fois un peu flippant parce qu'on se dit c'est des ordinateurs qui finalement vont nous dicter nos vies et on va les laisser faire et jusqu'où on va aller. Donc voilà, moi en fait mes convictions personnelles c'est qu'il va falloir faire très attention d'un point de vue éthique à mettre des barrières et on sait qu'on est dans un monde où l'argent a tendance à décider plus que la morale. Donc j'attends de voir un peu comment on va négocier ce virage qui me paraît extrêmement important pour l'humanité. Garde le micro, Julien. Moi, il y a un truc qui m'intéresse avant qu'on se lance dans les sujets de use case, de ce que vous faites aujourd'hui dans vos entreprises respectives. Ça fait déjà un certain nombre de mois que le sujet est vraiment trendy. ChatGPT l'a vraiment lancé au grand public. Ça faisait déjà quelques temps qu'il y avait des sujets avant. Mais au moment où ça devient vraiment le buzz, qu'est-ce qui se passe dans vos contextes respectifs d'entreprise? Est-ce que c'est branle-bas de combat, on arrête tout et on se concentre que sur ça? Au contraire, bon, c'est un buzz, on verra ce qui se passe en attendant quelques mois. Ou où il y a vraiment une démarche un peu plus structurée que vous êtes posée? En fait, on a assez vite compris qu'il se passait quelque chose et qu'il ne fallait pas rater le coche. Donc, c'était pas oh, c'est un buzz et on verra, mais c'était plutôt oh, ça devient concret, il faut vraiment qu'on regarde ça de très près. Et donc, on a commencé assez vite à faire des petits POC, mais à se renseigner aussi d'un point de vue légal où est-ce qu'on peut mettre les pieds, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On a commencé à se dire
c'est sûr qu'il va falloir dédier des ressources pour ça et de façon permanente. Et on a lancé des hackathons, on a commencé à chercher des idées. Donc non, non, on a vraiment pris ça au sérieux, je pense. Et on s'est même dit, oh, on est en retard. On s'y prend trop tard. En fait, il y a déjà tellement de gens qui se sont lancés, il y a plein de choses. Donc limite, on était plus en mode panique. Ouais, il y a vraiment ce côté, oh là là, les voisins font vraiment plein de trucs à côté. Un peu ce fear of missing out qui est. Ouais, ouais. Et on a aussi fait des petites enquêtes auprès de nos équipes pour prendre la température parce qu'on se doute aussi qu'un certain nombre de personnes côté data voient aussi ça comme une menace pour leur métier. Donc on a voulu voir jusqu'où cette peur était installée parmi les équipes. Bon, on a été plutôt rassurés, ils gardent les pieds sur terre, ils sont pas trop en mode panique, mais il y a quand même un petit, ouais, bah super, on servira plus à rien. Je te vois hocher la tête si c'était un petit peu le même contexte dans ta situation. J'imagine qu'il y a aussi une différence de perception au sein d'une équipe data et vers les autres métiers, moins avertis sur ce qu'il y a derrière et donc peut-être une crainte grandissante. En fait, nous on a vraiment commencé par la pédagogie. Du coup, on a pris quelques semaines à observer. Effectivement, ChatGPT, c'était quand même une disruption énorme. Dès qu'on a vu il y a 100 millions d'utilisateurs en une semaine, on a dit il y a quelque chose qui se passe. Euh, et ensuite, discutons avec les métiers. Vous avez parlé aussi que les technos derrière, il existe depuis 19 ou même avant. Sauf que c'était très niche à la main en fait que des techniciens, des data, des spécialistes. Et du coup, on a pris du temps à comprendre qu'est-ce que c'était. Et dès qu'on était convaincu qu'il y a des choses intéressantes à mettre en place, le coût était pas équilibré à l'époque en fait. Je parle ici 4 mois. Il était quand même cher l'accès à des API d'OpenAI. Et ensuite, tout de suite, on s'est lancé en fait en pédagogie. Donc, on a commencé à expliquer les collaborateurs, d'abord à niveau codir et ensuite les autres. Et on a commencé aussi à tester en fait nous-mêmes. Ici, on a commencé à discuter avec nos partenaires, type Microsoft, Google, etc., où ils en ont été. C'est très important avec l'observation, pédagogie, aussi maîtriser les technologies, l'apprentissage. Voilà, donc et ensuite, une fois on était plus ou moins certain que la maturité était là de la technologie, le coût était mieux équilibré, et du coup, on s'est lancé dans un processus de co-construction. C'est-à-dire qu'on commençait à interroger nos collègues sur leur sujet, notamment les points de douleur. Une fois, on a expliqué comment ce truc ça marche. Et vraiment commencer à sourcer en fait des cas d'usage ou des pistes concrètes de manière bottom-up. C'est-à-dire qu'on laisse nos collègues proposer en fait comment vous croyez en fait ils peuvent vous aider. Et clairement, ça a donné des insights extrêmement intéressants. Ok, génial, merci. Ah, d'ailleurs, et en parallèle, on avait aussi, pardon, excusez-moi, on a aussi travaillé une charte éthique parce que voilà, Julien, tu as très bien vulgarisé la partie éthique et du coup, on était on a vraiment priorisé en fait. C'est important, c'est une rupture et tu as parlé en fait de rupture de téléphone, tout ça. Et on a appris depuis des années avec des réseaux sociaux qu'on n'anticipe pas les risques, les problèmes. Dans 10 ans, 15 ans, ça devient très très compliqué à gérer. Du coup, il faut prendre ses leçons et faire autrement cette fois. Ok, donc c'est vraiment la partie gestion des risques, gouvernance à mettre autour que vous avez mis en place dès le début, avant même de se lancer tête baissée dans. Pour nous, c'était primordial et c'était vraiment des leçons en fait, la révolution numérique, des réseaux sociaux, RGPD et toutes les histoires de Cambridge Analytica, tout ça, que cette fois, il ne faut pas louper en fait. Il faut vraiment anticiper dès le départ que l'aspect privacy, le côté respect des utilisateurs, le centricité, vraiment centrer en fait tous ces usages autour des collaborateurs, des clients, expérience client. Et puis la transparence, parce qu'on a trop de black box. L'IA est omniprésente dans vos téléphones, il est là, dans vos ordinateurs, il est partout, et on ne comprend pas comment ça marche. Et ça, pour moi, c'est un no-go en fait. Cette fois, il faut qu'on arrive à expliquer avec des mots simples
qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les limitations, quels sont ses usages. Ouais, clairement. Anne-Claire, toi, de ton côté, tu as un peu cette double casquette. Tu as des gens Mm. du produit, tu as des gens de l'attaque. Ça va, Mm. t'es sujet quotidien de les faire Mm. parler entre eux et de les faire cohabiter. Est-ce que la perception était différente sur le sujet entre ces populations? Alors oui, je pense que la perception, elle était un peu différente dans le sens où côté product manager, ils étaient déjà sur des roadmaps avec des éléments sur lesquels ils disaient il faut que j'y aille, il faut que je continue à sortir les sujets. Et en fait, finalement, on avait des product managers qui étaient relativement tête dans le guidon en se disant technologiquement, ça n'arrive pas tout de suite. Donc c'était un peu en fait, c'était surtout ne pas oublier de les embarquer parce qu'on a eu la même approche de se dire en fait, comme on en parle très tôt. Nous, on a été surpris aussi de découvrir qu'il y avait des personnes, un team leader dans un call center au UK qui n'est pas très bon en rédaction d'email type, et puis qui avait commencé dès janvier à utiliser ChatGPT pour reformuler des emails types parce qu'il disait, bon, quand même, c'est quand même pas très brand, c'est pas très sympa, c'est pas très bien rédigé. Donc, on a découvert qu'il y a des personnes qui avaient commencé à utiliser très tôt. Et donc, en fait, la manière dont on l'adresse, c'est vraiment un côté, tous les mois, on a un meet-up Generative AI. Au début, on a mis les execs parce qu'on s'est dit, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils arrivent à voir les suggestions, il faut qu'ils aient les points d'attention en tête. Donc, quand on donne les images du pape en doudoune en demandant est-ce que c'est une vraie photo ou pas une vraie photo, c'est bien, ça les marque. Quand on leur a dit si c'est gratuit, c'est toi le produit, bon, ça leur permet de se dire. Puis on leur a donné des guidelines super basiques. En fait, ne rentrez aucune donnée des clients, de l'entreprise. Déjà, rien que si vous voyez ça et que vous voyez une personne sur le terrain qui fait ça, waouh, waouh, attention, vous lui dites non, quand même, imagine, voilà les impacts. On a mis en place une core team et sur lequel, justement, on l'a une core team avec des data scientists, mais aussi des PM. Ok. Et on avait aussi une personne qui était très axée low-code, no-code dans l'organisation. Et donc, on a constitué un peu cette core team, mais plus des personnes qui disaient mais je veux en être, je veux en être, je veux en être, et qui cherchaient à dire je veux en être, quoi. Et puis après, on se fait un peu des exercices. C'est assez bête, mais on se fait des exercices entre product manager, data, puis des personnes qui veulent en être. OK, qu'est-ce que ça peut donner sur l'acquisition demain? Tiens, on va aller sur ChatGPT 4, on va aller dire où est-ce que tu me recommandes d'aller acheter une voiture? Où est-ce que je peux trouver une Golf, boîte auto, la moins chère? Et puis, tu vois, on va regarder, on va dire, tiens, il arrive sur le site. Quand c'est nous, il me le fait en 3 étapes. Quand c'est un concurrent, il le met en tant d'étapes. Qu'est-ce que ça va changer demain sur notre manière d'aller faire de l'acquisition? Donc, on essaye de se faire un peu des sessions où on va regarder ça et on le fait de manière croisée avec différentes personnes, surtout product manager et data. Et là, ils font, ah ouais, quand même, au fait. Je suis en train de comprendre que demain, le fait que j'ai telle info qui soit bien faite, c'est important. C'est pas juste le design de mon call to action. Donc, ils commencent à réfléchir sur le fait que, en fait, demain, il y a peut-être des choses, une manière différente de faire les choses. On est typiquement sur cette problématique où, classiquement, c'était, on va dire, le product manager qui drive le design, qui drive l'engineering. Et là, en fait, c'est quelque chose qui se retourne, qui est la technologie a tellement disrupté les usages que il va falloir l'embarquer dans notre réflexion Ouais. design, produit, UX. Du coup, c'est quelque chose que vous mettez en place. On avait déjà globalement les problématiques de comment on synchronise bien ce qu'on veut faire en product, de parfois ce qu'on peut aller faire en data, parce que c'est pas juste des lignes de code qu'on va écrire. Quand on commence à entraîner un algo, c'est plus long, on n'est pas sûr. Donc il y avait tout le sujet de quel est le bon rythme entre ces équipes. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a un enjeu à aller beaucoup plus se structurer dans les phases de discovery pour avoir des équipes plus data synchronisées avec le design sur qu'est-ce qui est possible de faire en discovery et prendre le discovery en fait finalement différemment assez tôt. Donc, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que pour le design, il y a des nouvelles manières probablement de pouvoir traiter tel problème client, comment je pourrais l'adresser. Donc, c'est un peu ça que nous, on essaye de faire, c'est remonter en fait les interactions entre les équipes data encore plus tôt dans des cycles de conception produit. Je voudrais peut-être qu'on parle un petit peu use case concret que vous avez soit lancé en expérimentation, soit qui commence à devenir plus que sérieux. Si tu devais en citer un majeur chez vous qui drive beaucoup d'attention et qui semble prometteur tant d'un point de vue business, mais aussi du coup les enjeux technologiques qu'il y a derrière entre
faire son propre chat GPT interne, utiliser ce qui peut se faire à l'extérieur, comment accélérer là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire ressortir quand même? Comme j'ai parlé des objectifs, donc le 12e objectif qui est comment simplifier la vie de nos collaborateurs, donc les géos, en village, en bureau, etc. Donc aujourd'hui, Club Med possède un produit qui est très riche. On a une base des produits avec des informations produits et d'autres informations. Et donc aujourd'hui, pour répondre à des questions des clients, il faut chercher dans plusieurs systèmes. Et du coup, la première chose qu'on a essayé de réaliser, est-ce qu'avec cette technologie LLM, on peut retrouver des informations rapidement? Et si on arrive à trouver des informations rapidement sur les questions simples, type dans tel village, est-ce qu'il y a ski nautique, est-ce qu'il y a pédale, voilà, donc qui est le chef des villages, tel village, quel est le plan de village? Donc il y a des questions simples qui sont parfois difficiles à chercher, surtout pour les nouveaux collaborateurs qui connaissent pas bien les systèmes. Donc comment fluidifier en fait avec cette approche des questions en langage naturel et ensuite aller chercher. Et du coup, on a appris plein de choses parce que ils ne sont pas faits exactement les LLM pour répondre à ce genre de sujets. En fait, le générative AI, c'est quoi? En fait, il génère des images, il génère du texte, mais c'est pas un générateur d'SQL, pardon, pour les mots techniques. Du coup, donc c'est super intéressant en fait. On commence à voir aussi des limitations, c'est-à-dire qu'il faut. Et puis le sujet des informations. Si je n'ai pas l'information quelque part, il ne va pas le trouver. Et du coup, ça peut donner l'impression que ça ne marche pas, mais en vérité, en fait, on n'a pas l'information. Donc, il ne peut que trouver ce qu'il existe. Donc, voilà. Et ça générait pas mal de buzz. Et ensuite, le deuxième sujet, il y a une forte demande de créer du code, de créer des interfaces, créer des systèmes. Et c'est là, en fait, la notion de copilote nous a paraît intéressant. Et du coup, on a discuté avec Microsoft sur les solutions GitHub Copilot, etc. On a lancé des tests nous-mêmes avec GPT-4 pour voir à quelle mesure les LLM peuvent nous aider en fait à générer du code, mais également nous aider à accélérer en fait le sujet des migrations des informatiques héritières, en fait, legacy. Legacy, c'est dans tous les boîtes. J'imagine le sujet existe. On a des systèmes anciennes, legacy, il faut les basculer sur les nouvelles technologies, sur le cloud. Et franchement, c'est un travail en fait d'enlever des dettes techniques, mais il n'y a pas tout de suite des bénéfices. Donc c'est là où on a fait pas mal de tests. Mais je n'étais pas convaincu en fait sur sa capacité à développer des systèmes qui soient complexes de manière seamless. Donc il y a une vraie en fait process autour des LLM, notamment quand on veut automatiser des choses comme création de systèmes digitaux. Et là, on mène des tests. Après, il y a d'autres cas d'usage sur la personnalisation des clients qu'on n'a pas encore démarré, mais Anne, tu l'as pas mentionné. Nous, on est une boîte internationale, on est dans 40 pays, plus de 110 nationalités différentes. Je crois qu'on a 70 nationalités des géos. Et du coup, il y a un sujet de langue, en fait, traduction, comment parler en langue de client, etc. Comment renvoyer, en fait, des contenus qui soient dans la bonne langue, avec la bonne intonation, tonalité au client, qui demande énormément de ressources à faire à la main. Et du coup, on est en train d'explorer est-ce qu'on peut aller plus vite, à plus grande échelle, pour créer des contenus à l'échelle qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, tout simplement manque de temps et bonne passante. Ok. Je viens de me rendre compte que tu nous parles de géo, de voyage, etc. On est le 13 juillet. C'est parfait, merci. Julien, vous avez mis en place, vous, un hackathon géant dans le groupe. Hein. Ça a rassemblé, j'ai vu quelques photos, ça a rassemblé vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde à l'international. En fait, on a mis tous les marketplaces du groupe dans le hackathon. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui étaient volontaires pour le faire. Donc, je crois qu'on avait une douzaine d'équipes. Et ça a remonté beaucoup de choses intéressantes. Aujourd'hui, nous, on a vraiment implémenté en prod. On a un algo qui est sur la prédiction, enfin quelque chose qui tourne sur la prédiction des poids de colis quand on en fait un envoi.
Et on a des choses qui vont se mettre en place pour le service client, pour répondre automatiquement à des questions clients, ce genre de choses. Et après, on a mis ce hackathon en place et il y a plein d'idées qui sont sorties. Je ne vais pas tout citer, mais quelques-unes. Par exemple, on peut imaginer que vous venez acheter un appartement sur le site Le Bon Coin, donc vous avez des photos vides de l'appartement. Et là, vous allez pouvoir dire, tiens, montre-moi ce que donnerait le jardin si je mets une table de jardin, 3 lampions et des bougies. Tiens, le salon, est-ce que tu peux essayer de me le meubler un peu façon japonaise avec un buffet? Et en fait, ça va vous permettre de vous projeter dans l'espace de l'appartement, d'imaginer ce que ça pourrait donner avec différents styles. On peut imaginer des choses similaires sur des vêtements, par exemple. Enfin, voilà. Il y a une autre idée qui est, en fait, je crois que c'était le gagnant du hackathon. L'idée, c'est que quand vous discutez avec un vendeur, avec la messagerie, en fait, il y a un troisième larron qui est là, qui suit la conversation, c'est l'IA, et elle va donner des conseils. Donc, elle va dire, par exemple, en me basant sur les dernières conversations que vous avez eues, je constate que ce que vous avez rédigé dans votre annonce est incomplet. Je vous propose une meilleure description de votre annonce. Est-ce que vous voulez qu'on la change? Quand la personne en face, l'acheteur, va demander, par exemple, au fait, c'est quoi les dimensions de cette télé? En fait, vous n'avez pas besoin de répondre parce que l'IA, elle sait déjà précédemment, en se basant sur vos autres conversations sur l'annonce, elle a l'info, elle répond directement pour vous. Vous tapez une réponse un peu rapide, laconique, parce que vous n'avez pas envie de passer 20 minutes à rédiger, vu qu'on vous demande 14 000 fois la même question. En fait, ChatGPT, il va vous proposer, je te propose de répondre, enfin, c'est pas ChatGPT, mais c'est l'IA qu'on met dedans. Je te propose de répondre et il fait une réponse, une belle réponse bien propre, etc. Donc ça, c'était le gagnant du hackathon. Et voilà, plein d'autres idées de ce style. Donc vraiment des applications immédiates, quoi. On est vraiment sur l'augmentation de l'expérience utilisateur, de la capacité à accompagner un de vos utilisateurs pour lui faciliter la vie en proposant du contenu pertinent. Et après, on regarde, mais ça c'est moins user-centrique, mais c'est plus au niveau du delivery, de l'accélération. On regarde toutes les choses comme Copilot pour aider les développeurs à générer du code plus vite, etc. Vérifier s'il n'y a pas des erreurs dans le code, ce genre de choses. Encore beaucoup de sujets de débat sur est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça remplace mon job? Je sais pas. Moi, je pense que, en fait, chez nous, c'est quand même plutôt acquis que, comme Bootstrap, c'est-à-dire pour vraiment écrire des squelettes de classe, par exemple, si on est en Java, écrire des squelettes de classe avec des setters, des getters, etc. Enfin, il y a moyen de faire des choses, d'accélérer. Après, je pense que pour du code très complexe, assez pointu, il ne va pas savoir remplacer l'expérience d'un développeur. Mais toute la partie fastidieuse, où le développeur finalement copie des templates, les réécrit, ajoute des choses qui sont un peu évidentes, je pense que là, il peut gagner du temps, quoi. Ok. Bon, tu parlais de tuner son appartement virtuellement. Est-ce qu'on tune des voitures chez Aramis dans les use cases ou vous êtes passé sur autre chose? Non, on en aura un peu plus du plus difficile, mais effectivement, si on prend le problème du client, ce qu'on partageait avec Julien, il y en a qui nous disent est-ce que ça rentre dans mon garage? Est-ce que c'est aux bonnes dimensions? Bon, ça, c'est pas possible encore tout de suite, mais c'est vrai que le côté, moi, avant d'acheter un produit, quand il est cher ou quand il est important pour moi, me projeter dans l'expérience, c'est aussi un sujet avec les voitures. Nous, on a fait deux choses différentes. En fait, ce qu'on a posé, c'est qu'est-ce qu'on devait commencer à apprendre. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit commencer à apprendre? Et c'est d'essayer de différencier aussi ce qu'on va aller tester pour apprendre à manipuler, pour prendre conscience de ce qui change, de aussi par moment ce qui est vraiment core dans l'expérience utilisateur. On ne va pas se dire, tiens, je me lance tout de suite à aller mettre direct sur ma plateforme, ce qui va permettre au client d'aller chercher en langage naturel. Parce que si je ne me suis pas posé un certain nombre d'étapes, en fait, c'est comme quand on fait du sport, quoi. Si je ne m'échauffe pas, je vais me faire un gros claquage et ça va être un gros problème. Donc voilà, dans les exemples peut-être qu'on peut citer, on a fait des choses assez simples parce qu'on s'est dit, bon, on ne peut pas mettre de données personnelles tout de suite dans certains algos, il faut qu'on étudie bien ce qu'il y a en privacy. Donc effectivement, on voit bien tous les sujets des conversations qu'on a avec les clients, la tonalité, comprendre des choses. Il y a plein de choses à faire et on pourrait lui répondre directement, même quand tout le monde est fermé, même sur des cas hyper compliqués. Mais ok, donc quelle est la zone où on peut commencer à apprendre? On s'est dit, finalement, on a des Google Reviews. Les Google Reviews, c'est des données qui sont publiques.
C'est des données qui sont hyper importantes aussi pour tous les collaborateurs dans des points de vente, dans des magasins, pour savoir ce que les clients disent sur eux. Bah, tiens, on a eu tel problème de qualité, telle chose. On s'est dit, bon, bah, en fait, de toute façon, c'est des données publiques, on va commencer à le faire et on va commencer à les dire comment est-ce qu'en fait, on peut permettre à chaque collaborateur d'avoir plus facilement des feedbacks sur la qualité de l'expérience qui a été vécue. Et donc, on a pris toutes ces Google Reviews, on a commencé à les faire tourner pour comprendre tonalité positive, négative. Nous, on est très centré sur résoudre les problèmes des clients. Donc, toutes les semaines, on regardait déjà tous les avis négatifs, mais on regardait les notes 1 à 2. Juste le truc super idiot qu'on a vu, on loupait 50% des problèmes et des suggestions d'amélioration des clients parce qu'on a les clients qui nous disaient 5, mais bon, quand même, ce truc-là. Et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'on s'est dit d'ailleurs, ça a peut-être même plus de valeur, le client qui est content et qui nous dit quand même là-dessus, vous pourriez être encore meilleur. Et donc on a appliqué là-dessus, ça nous a permis de comprendre des hallucinations, des limites, catégoriser. Donc, on a fait pas mal de choses. Nous, ce qu'on voit, c'est sur l'autre exemple, c'est sur tout ce qui est fiche produit, donc tout ce qui est recherche produit, tout ce qui est information produit. C'est énorme. Enfin, on a tous, je pense, conscience qu'on a les caractéristiques techniques des produits. C'est dur de savoir comment le client va rechercher. Donc, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Le premier truc très simple qu'on a testé, c'est nous, chaque produit, il est unique parce qu'une voiture qui a tant de kilomètres, qui a telle caractéristique, qui a telle option, qui a tel machin, sont toutes différentes. Et on s'est dit, finalement, les clients, ils sont un peu perdus là-dedans. Comment on est capable de leur donner vraiment un avis qui est spécifique quand ils sont en ligne sur notre plateforme, d'aller comprendre qu'est-ce qui est important dans cette voiture. Et donc, on a plutôt retravaillé, plutôt que de faire un texte où on va aller lui donner l'avis spécifiquement sur ce produit-là, qui est en général trop générique, parfois avec des fautes d'orthographe, pas mieux rédigé. Comment est-ce qu'on peut plus se focaliser sur c'est quoi les 3 caractéristiques importantes de cette voiture-là et travailler et itérer sur le prompt qui va permettre de générer un texte qui crée de la valeur pour le client. Et donc, on a travaillé avec nos acheteurs produits, donc qui sont les spécialistes de nos produits. On a commencé à passer des voitures. C'est quoi les 3 infos que tu trouves importantes? Bah là, il y a un toit panoramique, il y a cette jante-là, là, il y a des pneus neige. Et donc, à générer le texte. Et on a itéré sur le prompt avec lui pour arriver à un niveau de qualité qui était super bien. Mais on ne l'a pas fait, on parlait d'automatisation. Moi, je ne crois pas du tout à la partie automatisation. Peut-être qu'à un moment, on arrivera, on dira c'est tellement une évidence qu'on automatise. Mais comment est-ce que ça aide à créer plus de valeur? Comment est-ce que ça simplifie des choses? Génial, merci. Nous arrivons sur la fin de l'échange. Il nous reste 5 minutes. Vous avez été prolixe, c'est bien, je suis heureux. Est-ce que je te rends le micro, Anne-Claire, un dernier conseil que tu souhaiterais prodiguer à la foule sur le sujet? Je pense que dans le conseil, on l'a dit un peu entre les lignes, mais c'est dans la situation dans laquelle vous êtes, posez-vous bien la question de la privacy du cadre juste avant, parce qu'en fait, il y a tellement d'usages possibles qu'il y a plein d'usages où vous vous exposez pas sur ce type de risque et ça crée de la valeur quand même. Donc, je dirais que c'est le bon premier truc quand même un peu à aller regarder. Et le deuxième chose, ouais, ça nous demande beaucoup de lâcher prise. Bon, lâcher prise, et en fait, les bonnes idées, elles ne vont pas forcément venir, je veux vraiment dire, d'une équipe data, elle va venir de quelqu'un qui va se dire, mais ça, est-ce que je ne pourrais pas le prendre différemment? Donc, c'est écouter, lâcher prise et aller voir. Non, avant la conclusion, je voulais juste rebondir en fait sur les exemples que tu as donnés des Google Reviews, l'analyse des sentiments, qui est des cas d'usage plébiscités dans toutes les entreprises pour avoir le droit de client. Et en fait, c'était ça qui m'a impressionné le plus. Parce qu'on a tous vu la capacité à répondre à des questions de ChatGPT, on était impressionnés. Mais traditionnellement, en fait, des projets comme analyser les sentiments des avis clients, ils prenaient beaucoup de temps. La première fois qu'on a lancé en fait des analyses sémantiques sur les avis clients, à la fois en fait, les résultats étaient impressionnants et surtout on a aussi vu la puissance des prompts ou le prompt engineering. Je pense que c'est important de partager aussi c'est quoi en fait prompt engineering parce que même moi en fait au début c'était assez difficile, assez abstract comme sujet et qui était impressionnant de comprendre que ces modèles qu'on discute ils ont énormément de connaissances, capacité de raisonner, etc. Et avec des phrases simples où on l'explique exactement comme des humains. Le contexte et puis les objectifs en phrases, simples phrases.
il prend ces infos de façon très naturelle et l'adapte ses résultats. Et sur l'avis client, si on lui dit il fait chaud, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc il va dire que c'est neutre parce qu'il n'y a rien de spécial, positif ou négatif. Et par contre, si je lui dis mais il y a quelqu'un qui est, je caricature, mais quelqu'un qui, voilà, qui transpire profondément, juste comme une 12e prompt, en fait, il arrive à combiner ces deux et te dire que non, c'est négatif. En fait, c'est critique et ce genre de choses, croyez-moi, extrêmement complexe et coûteux avant de faire. Aujourd'hui, dans nos tests, en fait, des fois, ça nous arrive à créer 10 pages de prompt. C'est-à-dire qu'on donne plein d'infos et ensuite, il arrive à retraiter ça de façon vraiment fantastique. Du coup, conseil, je pense qu'il faut y aller. Les entreprises qui hésitent, je respecte l'avis, mais j'ai peur que si on n'y part très vite, on risque en fait de mettre trop de temps et perdre 2 parts de marché parce que les autres, ils vont y aller, ils vont avancer plus vite, ils vont être plus efficaces, ils vont être plus créatifs. Mais en même temps, ce n'est pas un projet à court terme. Pour moi, c'est un projet à 10 ans. C'est le début. Et il ne faut pas avoir non plus FOMO, comme tu as dit en fait, que moi je suis le premier. Dans l'hospitalité, c'est Expedia quand ils ont sorti le plugin. Et quand j'ai pris l'abonnement ChatGPT Plus et j'ai testé le plugin, j'ai pas vraiment trouvé en fait un énorme valeur ajoutée. Donc c'est bien de faire des projets et être le premier, mais enfin, il faut que ça soit utile pour nos clients, pour nous, et pour ça, il faut le maîtriser. Donc c'est mon dernier conseil. J'aime ce conseil. Julien, tu as le dernier mot. Super. Jean-Pierre. Du coup, moi, je rejoins un peu ce qu'ont dit mes 2 collègues. Donc, bon, n'attendez pas, on a déjà trop attendu. Mais je vais peut-être prendre un autre angle que vous n'avez pas exploré. Il y a quand même une phase un peu d'évangélisation nécessaire en interne. Donc, c'est une raison encore supplémentaire de ne pas attendre, c'est-à-dire que au départ, c'est un sujet qui est un petit peu sacralisé. Tout le monde s'imagine que, de toute façon, moi, j'y connais rien, etc. Donc, organiser un maximum d'events en interne, impliquer tout le monde, que ce soit des développeurs front, des product owners, des personnes des sales, etc. Et en fait, petit à petit, vous allez voir que ça va désacraliser le sujet. Ils vont baigner un peu dans ce truc-là, et c'est là où vous allez être submergé d'idées qui viennent de partout. Wow, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, parce que les gens vont commencer à s'imaginer comment ils peuvent utiliser l'IA. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a quelques temps, avant que ChatGPT apparaisse et tout, en tout cas, moi, personnellement, chez Le Bon Coin, je galérais un peu à obtenir des idées de la part du produit ou des sales ou autres sur comment utiliser l'IA. On s'était dit, on va mettre du ML partout, c'est super, c'est génial. Vous avez des idées, et en fait, il n'y avait que les data scientists qui étaient force de proposition. Je pense que là, ça a changé, et donc essayez en interne de vraiment créer de l'effervescence autour de ça avec des publics très variés, et vous allez voir que très très vite, il y aura plus d'idées que ce qu'on pourra jamais développer. Donc moi, en fait, ce serait ça mon conseil. Oui, pardon, excusez-moi. Vol de micro, Pardon. Il aura le dernier mot. Non, c'est juste pour rebondir en fait. Je suis complètement d'accord parce qu'enfin, c'est un outil. C'est juste un outil. Donc, les outils, ils sont pour les gens, pour les collaborateurs. Donc, c'est important de l'expliquer parce que si on ne connaît pas comment l'utiliser cet outil, en fait, ça ne sert à rien absolument. Et ce n'est pas une bande de 5 ingénieurs qui vont utiliser l'outil au service de tout le monde. Donc, je suis totalement rejoint. Et je pense que le parterre d'aujourd'hui est très représentatif pour ça, donc on est en plein dans le sujet. Je crois qu'on a au bout du timing. Merci beaucoup, Julien, Sylvain, Claire. Merci à tous.